passion, c'est d'arriver et de dire ça, je l'ai 10 balles. Moi aussi, j'adore. En fait, Ça, par exemple, je l'ai pas payé. probablement que là, il va y avoir. Je l'ai trouvé. On se fait aller. J'avais des bons. Ah. J'ai payé 0. Et les chaussures aussi, j'avais des bons. Bienvenue dans Zouzou Club. Vous êtes présentement avec Areski Sugar et Audrey Jésus. Vous en avez de la chance. Alors, on a commencé là, au fait. Alors attends. Moi, je voulais noter un truc. On peut en parler. Hein. On peut en parler. On est là pour en parler. La dernière fois que j'ai vu Anne Dupin ici présente, on a beaucoup parlé du stand-up, de plein de trucs. Et en fait, j'avais trop l'impression que dès qu'on disait un truc, tu pouvais directement le remettre en question et te dire « Ah oui, c'est vrai, je sais pas » et tout. Et moi, c'est une qualité que j'aime trop. Sauf que Anne me dit « Mais alors moi, je me mets pas du tout en question. » Non, c'est pas ça, c'est que moi, on m'a dit plein de fois que je me remettais pas du tout ouais. en question, donc je comprends pas pourquoi vous m'avez invité, quoi. Mais attends, d'autres gens te le disent, mais est-ce que toi, t'as l'impression de te remettre en question ? Mais oui, moi j'ai l'impression de remettre en question tout le temps. Oui. Mais moi, dans des cadres professionnels, on m'a convoqué pour me dire « Ouais, Anne, tu te remets pas du tout en question, quoi. » Mais est-ce que ça, c'est pas les manipulateurs? C'est du bullying, en fait, remettons en question jusqu'à ce que tu fasses ce que je veux. Que tu faiblisses. Par exemple, quand tu parles avec quelqu'un, tu vois qu'il veut pas se remettre en question parce que il veut forcément avoir raison et qu'en fait, c'est pas... C'est l'ego qui prime par rapport au semblant de vérité qu'on peut avoir. D'accord. Tu veux dire, c'est le... espèce de ping-pong comme ça de répartie qui, moi, vraiment... Moi, je suis allergique. Quand vraiment. tu parles à quelqu'un qui, au final, il te dit « Ouais, c'est possible aussi, c'est possible. Tout est possible. » Non, le fait de dire « Ah oui, mais qu'est-ce que tu penses de... » Mais vraiment, dans un vrai partage et pas dans un... Moi, j'aime pas trop le ping-pong. Je trouve ça un peu, parfois... insipide, tu vois, vide, et c'est juste du ping-pong. En fait, c'est fake, c'est vraiment de la rhétorique, quoi, de la rhétorique pure et dure. Comme... En fait, oui. Savent pas converser. Je pense que c'est un problème cognitif, quoi. Peut-être. Tu parles, normalement, il faut qu'ils chopent un mot dans ta phrase et qu'ils rebondissent, tu vois, et ils font pas ça. Ça me rend ouf. Donc, eux, ils font leur truc, toi, tu fais ton truc, t'es là, ok. Ouais, bah, même c'est pire parce que parfois ça peut être plus insidieux parce que les gens, ils vont reprendre justement un mot de ta phrase. Oui, et qui vont dire, et du coup, tu penses ça. Pas de rapport avec vraiment pensons tous les deux à ce sujet, tu vois. Tu vois, les émissions avec Ardisson, qu'au final, ça dure genre 2 fois plus longtemps que c'est vraiment, et qu'en fait, la personne, le gars, il va poser exactement la même question plusieurs fois, alors que toi, tu dis, non, j'ai pas envie de parler de ce sujet. Et du coup, au bout d'un moment, si tu dégoupilles, il garde que ça, comme si t'avais pas posé la question pour la première fois. Que sucer, c'est tromper. En fait, il dit pas ça. Il dit est-ce que sucer des chocolats, c'est se tromper quand on aime la fraise, tu vois Non, pardon. Est-ce que te remettre en question dans ta vie de tous les jours, c'est quoi les bénéfices que, tu trouves qu'il y a eu des bénéfices dans ta vie, justement? Est-ce que, par exemple, c'était ça qui t'a fait te dire, je vais faire du stand-up, ou je vais faire tu vois, c'était te remettre en question peut-être une seule carrière ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, de faire 2 trucs en même temps. Je sais pas. Non, parce que moi, c'était plus pour affirmer mon identité. Alors, enfin, tu sais, moi, dans la vie, je travaille dans une banque et tout, je suis hyper sérieuse et les gens me prennent vraiment pour quelqu'un de fiable et je prends des décisions sur la vie des gens. Il y a des gens, ils ont des entreprises aujourd'hui, tu vois. C'est parce que moi, un jour, j'ai dit, OK, je vais vous prêter de l'argent tout, tu vois. J'ai changé leur vie. Moi, j'appelle les gars et je leur dis, les gars, on finance votre restaurant. Et ils sont genre, merci, madame. Oh, vous changez ma vie. Je fais oui pour le meilleur, mais peut-être pour le pire. Est-ce que ça va marcher? Un restaurant, c'est le Covid. Enfin bon, bref. Ah oui, voilà. C'est le doute, en fait. Et du coup, j'ai plutôt fait la scène pour justement, parce que j'ai vu Men on the Moon. Moi, c'est pour ça que j'ai fait de la scène. Et j'ai vu cette espèce de scène où il débarque et il dit des horreurs et il insulte tout le monde. Et les gens croient que c'est une vraie personne. Et moi, j'étais genre, mais moi, ma vraie personne, c'est une personne complètement dingue, tu vois. Et donc, c'est ça que je veux faire. Je vais aller sur scène pour que les gens voient ma vraie personne. C'est le film avec où que Jim Carrey c'est ça qui m'a fait monter sur scène. C'est genre biopic de Andy Kaufman, quoi. Andy Kaufman. Okay. Ouais, voilà, c'est le film sur le biopic d'Andy Kaufman. En fait, moi, ce qui m'a complètement perturbée, c'est le fait de ce que je fais. Pourquoi? Mais je sais pas si c'est un lien avec le doute, mais moi, je fais vraiment du stand-up parce que à un moment donné, on m'a dit il y a un endroit qui n'est pas un film, qui n'est pas une fiction, tu vois, qui n'est pas un truc où une pièce de théâtre où tu sais que c'est pas vrai. Il y a un endroit, il y a un lieu, ça s'appelle la salle de stand-up, où tu peux être
une personne complètement déformée de toi-même et que les gens croient que c'est vrai, que c'est vraiment toi et que t'existes vraiment. Et c'est ça, c'est se rendre compte de la fiction, la réalité. C'est important que les gens croient que cette personne existe vraiment, en fait. Ouais. C'est ça. Les gens, donc en fait, toi, t'es pour la sincérité de ton persona, en fait. Genre, tu crées une personne, mais même si du coup elle est donc fictive, mais il faut qu'elle soit le plus sincère possible. Oui, bien sûr. C'est un peu comme une espèce de paradoxe, de contraste quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant justement que quelqu'un du coup qui n'existe pas doit quand même être sincère, mais tu vois. Mais est-ce qu'il n'existe pas parce qu'en fait c'est pas une partie de toi. C'est une partie de moi. C'est une partie de moi. En fait, moi je pense vraiment comme ça dans ma tête. Donc oui, quand t'es sur scène, il y a un côté genre ce que je peux pas exprimer à la banque, je l'exprime. Ou même ici, dans quoi. la vie, tu vois, je suis quand même beaucoup plus soft dans la vie que sur scène. Mais en fait, parce que moi, je pense vraiment comme ça. Je pense hyper vite et je pense que des trucs hyper tranchés, trash. Et après, je les nuance pour. Ouais, donc c'est vraiment. Dans la vraie vie, je les nuance. Mais c'est marrant, du coup, c'est typiquement, pour le coup, on revient sur pile la remise en question et le doute, parce qu'en fait, le truc naturel, c'est de dire des trucs, et après, tu fais genre, mais bon. Oui, mais ça. en fait, ça serait presque acceptable. Ouais, mais ça, en fait, ça serait presque pour faire comme le vrai sur la personne qui est sur scène, c'est comme peut-être genre le vrai toi. Mais si tu pouvais vraiment t'exprimer sans tout ce qu'il y a autour, non, il faut pas parler trop fort, non, il faut pas penser ça, faut pas faire ci. Donc en fait, c'est presque le vrai toi sans tout le contexte qu'il y a autour, quoi. Ouais, sans le filtre social. Alors que c'est une activité sociale, et c'est là que ça crée du Et ouais, du coup, parce en que fait, finalement, il y a beaucoup de gens autour de toi. En fait, la plupart des sauts de stand-uppers, qui sont quand même des gens avec qui j'entretiens des relations sociales, ne savent pas que je suis normale, entre guillemets. Et ça me met ultra mal à l'aise. Moi, je trouve pas que t'es normale. Hein. Non, mais vous me verriez au travail, tu vois. Enfin, moi, quand je te parle, je vois qu'il y a une personne assez singulière, quoi. Genre, j'ai jamais vu deux Anne Dupin, par exemple. Non. Mais pour moi, c'est un compliment. J'espère que tu le prends comme un compliment, tu vois. Quand tu me parles, genre, t'as des idées qui vont par-ci, par-là, même ta façon de t'exprimer, elle est hyper singulière, tu vois. Donc déjà, je trouve que dans cette normalité que tu me décris, je trouve qu'elle c'est pas assez normal. Mais moi, je trouve que c'est trop bien. Je comprends pas pourquoi on a envie d'être normal, quoi. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Enfin, déjà, c'est une norme inventée, donc déjà, il y a aucune normalité en vrai. C'est arbitraire. Après, je dis ça, j'ai essayé aussi, hein. Mais je trouve que ça sert à rien de se calquer sur une norme. J'ai essayé d'être normal. Et vraiment, tous les jours, sans saveur. Non, mais et puis surtout, c'est que, enfin, c'est marrant parce que ce que tu décris, je pense, il y a un côté où je le ressens aussi un peu, d'avoir des choses à dire ou une sorte de personnalité à exprimer qui est pas exprimable dans la vie quotidienne, tu vois. Et je pense que ça, c'est tout le monde en fait. Et je pense que tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire, etc. Oui, sauf c'est vrai. Ils sont plus ou moins brimés parce que tu le camoufles. À quel point t'as accepté la norme, justement. Ouais. En fait, tu vois ce que je veux dire, et tout ce qu'on voit, les artistes, etc., c'est juste ceux qui sont le plus proches de débrécher la norme et de dire, bon, finalement, je vais faire un peu autre chose quand même aussi, tu vois. Et parce que si je trouve qu'il y a une espèce de anormalité, je sais pas si on fait comme ça, mais genre d'anormalité qui est plus acceptable. Par exemple, quelqu'un de, je sais pas, d'hyper dynamique, qui dit un peu n'importe quoi, mais qui est un peu leader. Du coup, bon, bah, c'est plus acceptable parce que c'est quelqu'un quand même qu'on voit. Alors que quelqu'un qui est plus, qui sur une autre singularité, genre quelqu'un de plus calme, qui dit, je sais pas, un peu n'importe quoi, et va être moins visible. Du coup, il y a des anormalités qui parfois tu te dis, bon, bah, genre moi je me suis dit, bon, bah, j'ai choisi la normalité qui est plus valorisée, tu vois, en mode sur scène, bah, du coup je vais être énergique, on va me voir pour ci, on va me voir pour ça, alors qu'en fait j'étais pas normale, mais j'avais une autre singularité, tu vois, mais du coup je la trouvais moins valorisée, donc j'avais pas envie d'y coller, tu vois, j'avais pas envie d'être molle sur scène, j'avais pas envie de dire n'importe quoi de cette manière-là. Bien sûr. Donc en fait finalement, ou même de faire de la scène en général, c'est-à-dire, tu vois, t'aurais pu te dire, genre, en fait, moi, je suis sculptrice, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ouais, mais bof. Pas ouf, la sculpture. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je remets en question la vie normale. Parce que j'ai des trucs à dire, etc. La façon de le dire, tu vas dire, bon, bah, c'est du stand-up. Parce qu'en vrai, les gens, ils vont croire... Enfin, ils vont
comprendre que c'est moi vraiment sur scène, etc. Mais tu peux même remettre ça en question parce que tu te dis, ouais, enfin, y a-t-il besoin d'aller quand même dans une scène comme ça? Est-ce qu'au final, je pourrais pas juste être dans la rue et faire un truc incroyable? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après, c'est une autre question aussi de savoir pourquoi tu fais ça, quoi. Ouais. Genre, quel est ton intérêt? Je pense que personne n'a le même intérêt pour la scène, tu vois. Il y a des gens, peut-être que c'est juste parce qu'ils aiment parler et qu'ils ont un truc à dire et c'est un espèce d'exutoire pour eux d'être enfin... tu sais, je sens qu'il y a des gens qui sont un peu bavards et peut-être qui complexent parce qu'ils parlent trop, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'être entourée de gens qui parlent beaucoup, pas des amis, hein, et qui parlent. Et je suis là, mais à quel moment t'as autant de trucs à dire? Et en fait, tu reçois un flow, tu sais, d'être un psy bénévole. Ouais. Et je suis là, waouh! Ouais, tu sais, ça attrape mon énergie. Et je suis là, oui, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis là, oh non, mais continue à parler, je saigne et tout. Les vampires. Je suis mal. Je rentre chez moi, je dors pendant une semaine. Mais c'est pas intéressant ce qu'ils disent. En fait, moi, j'aime bien les gens qui sont à l'aise et tout. Ouais. Mais si j'ai l'impression d'assister à leur spectacle, en fait, je trouve que le lien est déséquilibré et ça m'intéresse pas. En fait, dès qu'il y a un déséquilibre, moi, même quand c'est moi qui ai trop la parole, parfois, je me sens pas bien parce que du coup, il y a eu un déséquilibre. J'ai du coup un peu écrasé l'autre. Ouais, il y a pas un vrai partage. Moi, je trouve que dans une conversation, celui qui parle le moins est le gagnant. C'est-à-dire combien. Mais j'ai gagné la vie en fait. Et moi, souvent, comme je parle beaucoup, je vois des amis qui sont assez silencieux. Et en fait, je me retrouve à faire un monologue pendant 45 minutes parce qu'on me lance des sujets. Et je rentre chez moi et je me dis, j'ai perdu mon temps, je me suis fait carotte, je me suis fait avoir parce que j'ai juste fait un monologue de choses que je sais déjà parce que je le fais déjà dans ma tête. Alors que ce que j'aurais voulu, c'est que la personne me divertisse, la personne m'apporte des infos, la personne partage. Ouais, mais c'est un peu pareil, c'est aussi l'histoire de déséquilibre. Oui, c'est mieux qu'il y ait un équilibre, mais le pire vraiment, c'est quand c'est toi qui parles, je pense. Tu vois. Je sais pas, moi, non. Je dirais que gagnant dans une conversation, pour moi, c'est avoir appris des choses. En fait. Oui, c'est ça, en fait. Avoir appris des choses. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, c'est que autant l'un que l'autre, ça dépend. Si tu parles à un grand sage, bien sûr, tu vas pas lui apprendre grand-chose. Ouais. Mais si t'as une conversation où t'es avec... avec... Même s'il s'y connaît en ça. Les cartes Pokémon, frère, t'as Dracofeu, t'as pas Dracofeu. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle plus que moi, je me sens en danger, quoi. Tu sais, je suis là, putain, il prend le dessus sur moi et tout. Donc, peut-être c'est aussi ma personnalité, tu vois. Donc, vraiment, je me sens mal, quoi. Quand quelqu'un qui parle trop, je me dis, putain, il a ce skill, ce que j'aimerais bien avoir. Parce que moi, genre, je parle quand je me sens bien. Parce que là, tu vois, je me sens bien avec vous. Donc, j'arrive à parler. Mais s'il y a... Vraiment, parfois, je suis à des tables et je me sens pas très bien parce que ça me convient pas ou ça me va pas ou je me sens pas bien. Et je peux dire 2 mots, quoi. Et du coup, je me sens trop mal de me sentir trop mal. Ouais. Et au final, c'est une espèce de cercle vicieux et je rentre chez moi, je suis là, putain, je suis une merde. C'est un peu, la limite négative aussi du doute, quoi. Du doute et de te dire, est-ce que ça vaut le coup que moi je parle? Est-ce que ça vaut le coup que tu vois? Parce que c'est ça qui fait que du coup, tu vas peut-être pas parler. Du coup, c'est comme on en parlait avec Lisa Margot à la Réal. Oui, bonjour. Bonjour Lisa Margot. On me parlait du syndrome de l'imposteur. Oui. Donc, je savais pas trop ce que c'était véritablement. Et en fait, je vois que tout ce que je dis, même là, ce que je vais dire là, par exemple, oui, mais du coup, j'ai pas assez regardé, renseigné. Donc en fait, je sais pas trop si je pourrais bien vous en parler. Et en fait, tu doutes de toi en permanence. Et moi, ce que je fais pour combler ça, et qui est une stratégie du syndrome de l'imposteur, c'est que je travaille 20 fois plus que tout le monde, tu vois. Genre, je répète toujours plus que tout le monde, j'ai toujours plus de stress que tout le monde, les gens, ils ont écrit ça 3 jours avant, j'écris ça 3 mois avant. Et après, quand tu réussis, tu te dis, oui, mais c'est parce que j'ai trop travaillé, c'est parce que... Et en fait, toutes tes réussites, c'est jamais toi, en fait. C'est toujours tes stratégies, et c'est une espèce de cercle vicieux comme ça. Ouais, et puis surtout, bizarrement, il y a le côté, le travail n'a plus la valeur bénéfique. Parce que c'était trop, Parce que ça, c'est ce que j'appelle le syndrome Mozart, quoi. C'est genre, il faut être un génie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut... Non, ça, mec, je viens juste d'y penser. Et je viens de vous faire 15 minutes sur les croissants, mais je viens juste d'y penser, j'ai retourné la salle avec ça. C'est génial, c'est une personne, en général, sur 200 ans, quoi. Et c'est tout, c'est pas grave. Mais tous les autres,
En vrai, la règle de plus tu taffes, meilleur c'est, ça fonctionne. Ouais, je suis d'accord, mais en fait... pas à se donner du crédit, de se dire, ok, mais en fait, mais c'est pas pareil. Tu as fait depuis 3 mois, c'est pas tu devrais quand même être contente quand ça réussit après. Ouais, mais c'est parce que aussi, je crois que quand tu es dans ce surtravail, donc en fait, ton objectif, c'est la perfection. Ouais. Donc en fait, elle est inatteignable. Donc en fait, tu seras toujours déçu. Ah oui. Mais après, je te dis ça, mais je suis exactement pareil. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui me stresse et qu'en final, ça se passe exactement comme prévu. Mais t'es là-bas, c'est normal. Ouais, c'est normal. Donc il y a aucun moment, je célèbre le truc. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que parfois, il faut se dire, non, les gars, c'était cool. Et d'ailleurs, je crois que j'essaye de faire ça dans ma vie. Quand il se passe un truc et qu'on réussit un truc, je fais exprès de me dire, bon, ce soir, on boit un verre, mais genre pour célébrer ça. Pour revenir juste sur les histoires de fulgurance, là, de Mozart et tout, moi, je pense que ces gens, ils travaillent tout le temps aussi. Hein. Mais c'est juste qu'ils sont, tu sais, ils sont obsédés, quoi. Mais en fait, quand ça sort tout seul, il y a réfléchi pendant des jours. Non, mais en fait, je remets pas en cause en fait le travail. Je pense qu'il faut travailler, bien sûr. Tu travailles pas comme. Mais en fait, c'est un équilibre aussi. C'est toujours c'est en train d'y penser, quoi. Oui, mais non, mais moi aussi. Mais en fait, c'est pas ça dont je parle. C'est qu'en fait, moi, par exemple, c'est devenu comme un toc. Tu vois, il fallait que je répète genre 30 fois dans la journée mon texte que je connaissais par cœur. Donc en fait, c'est même pas un travail. Je dis oui, je travaille et après, je vais pouvoir écrire ça et machin et avancer. En fait, c'est un travail qui te fait stagner. Donc en fait, quand un travail te fait stagner, c'est pas un travail en fait, c'est un toc. Ça te prend trop de temps. Parce qu'en fait, le truc de l'imposteur, c'est parce que ça va trop loin. C'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te dire non, en fait, 3 répètes, ça suffit. Et c'est probable que ça suffise. Oui. Mais comme tu te dis, mais moi. J'y arriverai pas ou je suis pas au même niveau que les autres. Mais parce que t'as peur du petit échec aussi, par exemple. T'as peur, je me le répétais comme une folle pour pas avoir de trou de mémoire. Et en fait, c'est pas si grave. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ta perte de mémoire, ça vient toujours très souvent en tout cas, quand tu stresses. Ouais. Donc en fait, si tu arrives à avoir cette confiance, être détendu, en ayant répété 2 fois moins, et c'est là en fait où tu te repéreras plus de ton texte. Donc en fait, ta stratégie, elle te prend 40 millions plus d'énergie que si tu arrives à faire ce travail sur toi qui est vraiment compliqué et qui, à mon avis, aussi est propre à chacun. Genre, personne n'a la même histoire, donc t'avances pas pareil. Et tu vois que moi, par exemple, les scènes où j'étais le plus contente, c'est pas quand les gens ont plus ri, quoi. Il y a des fois où il y a... Toi, t'étais plus détendu. C'est quand moi, j'étais détendue et que je prenais du plaisir à le faire. Et en fait, général, il rit plus là, non ? Il rit plus, mais c'est moins propre. Du coup, tu dis... Donc, en fait, après, t'as le regard aussi des gens qui disent oui, bon, ils ont rigolé, mais c'est pas parfait et tout. T'es là, mais en fait, je m'en fous que ça soit parfait, en fait. C'est un plateau, donc c'est pas un spectacle. Donc, en fait, normal, tu testes. Et en fait, je trouve que cette espèce de... du coup, de tyrannie de la perfection, tout le monde s'engraine un peu à faire ça, alors qu'au final, en fait, pour progresser, il faut que tu échoues quand même pour... C'est une espèce de règle d'apprentissage, tu vois. Tu fais ton exercice de maths 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, tu y arrives, et c'est comme ça que tu évolues, quoi. Et c'est un peu partout pareil. Mais là, tu t'empêches d'échouer, en fait. Ouais, mais c'est pas aussi le truc de trouver un équilibre. Parce que regarde, toi, tu dis, voilà, j'ai des problèmes de mémorisation, donc je dois répéter plus. Et il y a peut-être une part de vérité. Alors, je connais pas ton cas, mais tu vois, moi, je sais que j'essaie avec l'orthographe. Avant, j'étais lectrice de scénario, et je t'ai payé 6 heures. Et j'y passais 7 parce qu'il y avait 1 heure où je me relisais comme une ouf parce que je suis pas bonne en orthographe. Bon, voilà, je le sais. Je pense pas que c'est un problème d'imposteur ou de machin. C'est un vrai problème que j'ai. Mais non, mais je dis pas. Et tu vois, et en fait, c'est toujours ça le truc, c'est qu'il y a des gens, ils doivent plus travailler certains aspects. Et en fait, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre entre ok, moi je dois plus bosser parce que j'ai mais j'ai d'autres qualités, on s'en fout, enfin c'est pas grave. C'est ce que ça devient ouf. Voilà, c'est pas 13 voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, Mais trouver l'équilibre après c'est je suis en train de briller, de devenir ouf et de répéter 50 fois mais non mais c'est ce que je dis depuis le début, c'est une question d'équilibre. Je suis un génie du stand-up, enfin je parle à ta place. Et peut-être que j'ai besoin de répéter un peu plus, mais non mais c'est j'ai plein d'autres atouts, alors que certains connaissent leur texte direct, mais ils ne disent que des banalités, alors... Mais non, mais c'est exactement ce que je dis depuis le début, c'est une question d'équilibre, en fait. C'est ça. Moi, je sais pas comment on trouve l'équilibre, parce que j'ai jamais fait plus de 6 mois de psychothérapie. Mais te réguler, j'ai l'impression, t'as besoin de faire ton burn-out, en fait. T'as besoin de te dire, genre, que là, clairement, je ne peux pas avoir passé
2 jours à stresser sur ce plateau de 7 minutes. Il faut que je change quelque chose. Et j'allais dire c'est bête parce que tu vois, tu aurais pu te dire bon, un jour ça suffisait pour que je me rende compte, mais en fait non, il faut que tu arrives à tes limites parce que malheureusement l'être humain, tu sais, on fonctionne avec des traumas un peu, tu sais, on est là genre ok, j'ai vraiment plus d'énergie. Donc c'est sûr, là, maintenant, il faut que je change la façon de faire. Mais si, il y a d'autres stratégies aussi de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur, qui est justement de pas en faire, quoi. Vraiment d'éviter le truc, de se dire... Du coup, moi, j'ai un peu ça. En fait, d'avoir peur de pas réussir, Donc, je me set up pour l'échec. Comme ça, quand j'échoue, je me dis, bah ouais, mais j'avais pas réussi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu te dis, bah voilà, en fait, j'ai échoué. Je le savais, en fait. Prophétie autoréalisatrice. Des fois, je me dis, mais c'est vraiment le nœud de ma vie, quoi. C'est la confiance en moi, quoi. Si j'avais confiance un petit peu plus en moi, bah quand même, il y a des trucs qui iraient beaucoup mieux, quoi. J'irais beaucoup mieux, moi. Le syndrome de l'imposteur, il y a un truc qui s'appelle le Dunning-Kruger effect. C'est genre, t'as confiance en ce domaine versus en fait ta vraie connaissance sur ce domaine. Et en fait, ça fait comme ça. C'est-à-dire que quand il connaît rien de rien, tu te dis ok, j'y connais rien, donc je suis pas ça. Quand tu commences à y connaître un peu, t'es au max, tu te dis genre je sais tout sur le sujet. Et quand tu connais encore plus sur le sujet, tu fais mais en fait il y a plein de trucs que je connais pas encore. Mais c'est juste que on veut toujours absolument connaître plus de trucs sur ce dont on parle, etc. Et du coup, on n'est jamais au top de la confiance en soi. Le top de la confiance en soi, il y a un côté genre il faut avoir les balls de dire genre ouais, j'y connais, je sais tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet, alors qu'en vrai. Mais moi j'aime pas les gens qui font genre, quoi. Mais bien sûr. Si on peut pas nuancer le propos, si je peux pas lui apporter quelque chose, mais en fait il fait un monologue et toute sa vie il fait des monologues en fait. Il partage jamais rien avec personne. Mais il doute aussi, non? Je sais pas. Non mais là si on parle de quelqu'un qui doute pas. Soit il rentre chez eux, il doute, ils sont merde. Il est comme ça pour dominer. Il y a différentes strates. Ouais, mais du coup moi j'aime pas. Il y a des gens qui doutent quand même effectivement chez eux. À ce moment-là, eux ils ont vraiment un personnage à l'extérieur social. Il y a des gens, ils rentrent chez eux, ils sont tout aussi certains que tout va bien et leur vrai doute, il est poussé. Parce que moi, je sais que ma pensée, à tout moment, je la remets en question. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas que je crois en rien. Je suis protéiforme, genre. Tu sais, à tout moment, pour l'instant, je crois en des choses basées sur ce qui se passe. Oui, mais après, je crois que tu as quand même besoin de valeurs, sinon tu es comme un électron libre qui est là un peu en mode. Mais mes valeurs. Suis le vent, quoi. Mais mes valeurs, elles sont données parce que je crois et qui, pour l'instant, en fait, c'est pas inamovible, mais c'est assez bien posé. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit « Et non, en fait, je vais dire de la merde, tous les Espagnols sont en fait des reptiliens, et ben je vais changer mes valeurs par rapport à ça. » Tu vois ce que je veux dire si c'était vrai, bien sûr. Ce que je pense pas. Hein. J'aime bien comprendre les gens sans être d'accord avec eux, mais comprendre pourquoi ils me disent ça, parce que quand j'essaie de comprendre, ça les humanise, et du coup, d'un coup... ils m'énervent un peu moins, tu vois. Bah oui. Genre, c'est... Tu vois les failles, et vraiment, ça aide dans le dialogue. Parfois, vraiment, c'est impossible. Mais, en tout cas, à ce stade-là de ma thérapie. Moi, j'ai des voisins. Tous mes voisins au rez-de-chaussée, ils sont pas sympas. Mais genre... Et je me dis, mais je comprends pas pourquoi. Mais ils se protègent. Non, mais attends. Que tu viennes chez eux, leur raconter tes problèmes. Genre, il y a 2 portes d'entrée. Et vraiment, ils sont pas sympas. Et je me dis, mais c'est bizarre, tout le monde est sympa. Et eux, ils sont pas sympas. Et tout. Et au bout d'un moment... Genre, au bout de 4 mois, je vois la meuf du rez-de-chaussée qui colle une affiche au-dessus du bouton de la porte et qui dit « Arrêtez de claquer la porte, s'il vous plaît », genre en mode... Et c'est là, mais en fait, ils nous détestent parce que, genre, le portail, ils entendent « clac » tout, et genre au moins 500 fois par jour. Et en fait, ils pensent qu'on est des connards parce qu'on pense pas à eux. Et en fait, moi, je savais même pas qu'ils entendaient ça, tu vois. Un petit groupe. Et du coup, je me suis dit, mais d'accord, je comprends pourquoi ils sont pas sympas, ils me détestent. Ils ont un cercle de gens du rez-de-chaussée, ils se disent genre, il y en a marre, on subit ce bruit tous les jours. C'est comme le dessin animé Kirikou, la sorcière, elle est méchante parce qu'elle a un poignard planté dans le dos, en fait. Mais comment rendre le doute sexy, du coup? Parce qu'en fait, moi je trouve ça hyper sexy le doute. Et moi j'ai l'impression qu'il fut une époque en fait où, par exemple, les scientifiques ils étaient sexy. Genre Albert Einstein, il était, Paris Match et tout quoi.
il y avait des magazines avec Albert Einstein. Ah ouais. Et en fait, tant qu'il n'y a pas des gens dont, parce que je dis scientifique, parce qu'en vrai, dans ma tête scientifique, son job, c'est le doute. Et tant qu'on rend plus ça sexy, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de magazine, de films, de choses dans la culture... La représentation du doute. Bah, regarde, tu vois que des gens... Instagram, c'est que des gens qui sont tellement sûrs qu'il faut qu'ils postent cette photo d'eux en train de rien faire. En train de rien faire et on doit te regarder. Mais... En fait, c'est pour ça qu'on vit dans une société de coach, en fait. Mm. C'est vrai. Tout le monde a besoin des gens d'avoir un gourou, un coach, un truc. Mais du coup, c'est marrant que... Ouais, bah du coup, on remonétise le doute. Mais c'est-à-dire on monétise le doute dans le sens où on va toujours faire de l'argent sur ton doute. Ouais. Donc on sait qu'il existe. Mais on lui donne jamais un côté bénéfique, en fait. On dit non, il faut que tu payes pour avoir un coach pour enlever ton doute. Mais il faut que tu payes pour des antidépresseurs pour enlever ton doute. Il faut que tu payes plein de trucs pour enlever ton doute. Donc c'est sous-entendre qu'en vrai, toute cette société qui soi-disant roule parfaitement est quand même basée que sur des gens qui doutent, mais personne ne parle du fait que ça peut être bien de douter, quoi. Ouais, parce que aussi le doute, c'est des étapes permanentes dans la vie. Donc en fait, tu ne t'arrêtes jamais, mais au bout d'un moment, si tu doutes d'un sujet, par exemple, je sais pas, le travail, au bout d'un moment, dans ta tête, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, ou peut-être 3 mois, il faut que ça soit, entre guillemets, un peu réglé. Et ensuite, il y aura d'autres problématiques qui vont s'ajouter. Donc, en fait, le doute est perpétuel. Sauf que s'il est toujours sur la même question, effectivement, au bout d'un moment, ça pose un souci, quoi. Si c'est genre toujours le même truc et que tu n'avances pas, voilà, c'est quand le doute te fait pas avancer qu'il est nocif. Mais en fait, s'il te mène à d'autres doutes, c'est intéressant. C'est le doute qui te fait pas avancer ou si c'est juste ton doute versus un système un peu bloqué qui te fait pas avancer. Parce qu'en fait, tu doutes sur un sujet. Tu te dis, bon, ben ouais, mais en fait, je crois que j'aimerais plus faire ça, ou vivre ça. Et en fait, si ça avance pas, c'est qu'en fait, tu peux pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en vrai, le doute, ça permet d'explorer des futures options. Ouais, mais parce que peut-être que dans ton doute, tu te heurtes à des... C'est pas un mauvais doute, mais c'est des questions où en fait, tu sais, c'est comme la mouche là, qui se tape la tête contre la vitre alors que la fenêtre est ouverte juste à côté, en fait. Ouais. Parce que du coup, tu doutes, mais tu doutes que là. Et alors qu'en fait, si tu doutes, tu fais « Ah oui, effectivement, je peux faire ça comme ça, en fait. » Alors que tu t'es dit dans ta tête « Non, il faut que je fasse ça comme ça, mais c'est pas possible. Alors, il faut que je fasse comme ci, comme ça, comme ça. Ouais. » Et au bout d'un moment, si tu dis « Bon, bah... » Pour garder ça, il faut que j'enlève tout ça et aller ailleurs, mais garder ton truc principal, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En fait, j'aurais tendance à dire que la mouche qui essaie de trouver la sortie, pour moi, c'est le doute. Mais du coup, justement, après, peut-être, oui, t'as raison, peut-être qu'à un moment, il y a des gens, ils vont juste jamais trouver la sortie, c'est ça que tu... Oui, c'est en mode... Par exemple, moi, le stand-up, on me disait, bon, tu verras, au bout d'un moment, tu n'auras plus de stress et tout. Et en fait, j'avais encore de plus en plus de stress, tu vois. Et les gens te disaient, mais non, au bout de 3 ans, c'est bon, tu gagnes et tout. Normal. Et en fait, de plus en plus de grosses scènes, donc c'est logique. Même les petites scènes. Et en fait, tu te dis, au bout d'un moment, il faut que j'y réfléchisse à pourquoi ça déclenche en moi un stress aussi intense. Les gens qui disent, tu verras, tu stresses moins... Je sais même pas si c'est vrai encore. Est-ce qu'ils mentent ou pas? Franchement, quand je vois les gens... par exemple, si je t'ai vu toi, là, au Jardin Sauvage, tu me parlais 3 secondes avant, tu vois. Moi, j'aurais... Mais j'étais trop stressé, par contre. Genre, par exemple, moi, avant les premiers podcasts, j'étais stressée. Mais je voyais ça comme un stress normal. Oui. Tu vois, c'est un stress, mais je me dis, ok, d'accord, je comprends. Mais le stress de la scène, c'était vraiment un stress... paralysant. Mais j'ai jamais vécu ça de ma vie, tu vois. C'est un truc où j'en dors pas, où je me sens mal, je mange pas. Enfin, tu vois, c'est un truc qui te consume de l'intérieur. Donc, c'est plus que du stress. C'est un truc énergivore et qui est en train de te défoncer. Donc, tu te dis, en faisant de plus en plus de scènes, que ça va arranger quelque chose. C'est qu'il y a vraiment un truc qu'il faut que je règle si je veux continuer. Sinon, c'est pas la peine parce que sinon, c'est impossible. Je vais mourir dans 3 ans, quoi. Tu vois, se poser la question de est-ce que cette activité ou ce travail, je peux le faire plutôt sainement pour moi? Déjà, je crois que c'est rare déjà de se poser cette question. Parce qu'en fait, il y a des gens, on parle même pas de stand-up, ils vont à leur travail, en fait, ça va pas bien. Ouais. Mais comme c'est la seule chose qu'ils ont connue,
c'est pas que ça va pas bien, c'est ce qui rapporte le steak haché dans l'assiette, quoi. Donc en fait, non. Et c'est vrai que quand on peut se redire, mais attends, il y a moyen que quand même je vive sans passer toute ma journée à demi dans le coma en train de me dire ça va pas, etc. Oui, parce qu'en fait, tu dis, putain, mais genre, j'ai passé ma vie à être mal comme ça, mais pourquoi en fait? Genre, tu te dis, quel intérêt? J'allais plus loin, parce que moi, en vrai, là, ces derniers temps, je me suis un peu posé, parce que moi aussi, vraiment, le stress avant les scènes, ça me nique ma journée, quoi. Après, bon, là, il se trouve, j'ai fait plus en plus de scènes, parce que je sais que j'avais atteint un moment avant le confinement, pas mal de scènes, où effectivement, j'étais plus détendu. J'étais stressé quand même, mais plus détendu. Donc je me dis, ok, on va peut-être re-atteindre ce niveau-là. Mais c'en était un moment où je me disais, genre, mais attends, mais est-ce que ça vaut le coup de juste continuer à faire du stand-up? Parce que si, ça me pourrit la vie comme ça, en fait. Le problème étant que quand tu commences à te poser ce genre de questions, c'est des questions où tu te dis, genre... Enfin, c'est pas que c'est des signes de faiblesse pour le reste de la meute du stand-up, mais un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ah ouais, il est à la limite de pas d'arrêter parce que voilà. Ouais. En fait, il y a un truc genre, en fait, vous devriez pas juste vous poser la question de ce qui me fait le plus plaisir à moi, tu vois? Sauf que tu sens la pression d'une espèce de non, en fait. On y va et ceux qui lâchent, tu sais, c'est comme si ceux qui lâchent c'est les faibles du troupeau, j'en sais rien, tu vois, et qu'on n'atteigne pas le truc. Et tu fais mais en fait je crois qu'on kiffe pas la vie pareil en fait. Ouais, c'est ça. Et t'aimerais bien faire comprendre ça, sauf que dans la société en général, va essayer de faire comprendre à quelqu'un qui est PDG que de dire en fait non, moi je suis éboueur, je gagne 2200 €, mais je bosse que de 7 heures et machin, et moi ça me va. Et je suis très bien comme ça. C'est difficile à faire comprendre, en fait. C'est que moi, mon stress, c'est cette espèce de bordel où j'arrive et je me dis, j'ai une semaine pour préparer. En fait, tu bosses, t'as 1000 trucs, tu renverses des choses par terre chez toi, tu dois les nettoyer, ça te prend 2 heures. Enfin, je sais pas, la vraie vie, quoi. Et donc, t'arrives. Anne, il lui faut un bunker. Un bunker où elle touche rien et elle fait que du stand-up pour y répéter. Et donc t'arrives et t'as pas répété alors que t'avais une semaine, tu t'en veux, ça me ramène à des trucs de mon enfance où on me disait que je finissais pas les choses, enfin on s'en fout, enfin tu vois, chacun son délire quoi. Et c'est un stress de ouf parce que je sais que j'ai pas travaillé, je sais que j'ai passé pour une folle. Vis-à-vis de mes blagues, j'ai une responsabilité. Elles étaient drôles, elles étaient écrites. Elles ne vont pas être compréhensibles. Elles ne vont pas être bien vendues. Angoisse de ouf, voilà. Et maintenant, j'essaye de revenir avec une stratégie moins ambitieuse qui est de prendre du temps, de peut-être pas trop moins tester, refaire le même truc, me mettre plus dans des chaussons, tu vois. J'essaie de maîtriser le stress comme ça. Okay. Ne plus, en fait, me mettre dans une situation moins ambitieuse sur la nouveauté pour être prête. On pourrait parler des autres milieux pro. Enfin, tu vois. Moi, vu que je n'ai jamais travaillé, enfin, si je travaille, mais je me fais tout le temps virer, moi. Le doute, hein. Moi, clairement, je travaille, je fais un taf. Au début, on m'a filé des fiches, je sais ce que je dois dire et tout. Il y a des comportements sociaux. Mais dans le reste du monde, encore une fois, et encore même dans les trucs, tout à l'heure, je disais scientifiques, mais de moins en moins. Mais dans le reste du monde, il faut avoir zéro doute. Personne ne doit avoir de doute. Moi, j'ai pas envie d'avoir. Personne n'a envie d'avoir un banquier, une banquière ou ce que tu veux qui va faire genre peut-être ce mois-ci on va vous prélever, peut-être on va pas vous prélever, on sait pas. En fait, il y a des trucs où effectivement il y a besoin d'une certitude. Toi, le métier quoi. Alors, moi, en plus, toi, t'as un métier où les gens ont peur de toi, pas tous. En fait, c'est intéressant parce que c'est pareil, le doute, il peut être présenté de manière normale. Et dans le domaine médical, moi, j'emmène mes patients parce que quand il y a un diagnostic qui est pas possible, en fait, je présente, mais parce que aussi, je sais ce que je fais. Quand tu sais ce que tu fais, tu dis, en fait, là, ça peut être ceci ou cela. On fera tel test pour savoir si c'est ça et on attendra pour... Si tu sais ce que tu fais, le doute, c'est le protocole, ça peut être dans le truc en fait. C'est l'importance du protocole. Parce qu'il y a des gens qui meurent sur le billard et on trouve ça normal. Enfin, tu vois, c'est les risques du métier. Et en même temps, non, on peut être très incolore. Est-ce que tu penses que t'as le droit à l'erreur? Je pense que le droit à l'erreur n'existe pas. L'erreur existe. Tant que tu te fais soigner par des êtres humains, l'erreur va exister. Et que c'est normal, que ça fait partie de... C'est pareil. Tout fait partie des stats. Moi, en tout cas, j'aime bien que ma psy se remette en question.
Enfin, des fois, elle me dit, sur ma mère ou quoi, et je dis oui, mais je crois que nana, elle me dit, ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que machin, nana. Et du coup, elle reprend. Et alors qu'il y a d'autres psys qui me disent des trucs, mais genre comme si c'était des vérités, des tronçons de vérité. Et je suis là, mais vous croyez vraiment que vous êtes Dieu, en fait. Mais oui, mais ça dépend. Parce qu'il y a des gens, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est aussi un leader. Et ces gens-là, ils mais pour moi, c'est des leaders, hein. Les gens qui doutent comme ça. Ah, mais je suis d'accord. Moi, j'adore qu'elle fasse ça. Hein. Mais parce qu'elle fait et donc ça fait vraiment qu'elle est au service de la vérité, pas de son propos. En fait, tu vas dire, peut-être que ces trucs vont changer. En fait, la personne que j'ai devant moi ne fait que s'améliorer. Du coup, je suis chez la bonne psy. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens pour qui, encore une fois, comme le doute n'a jamais été présenté comme quelque chose de normal ou de positif. Pour eux, tout ce qui n'est pas quelqu'un qui dit « on va aller à droite », eh ben, c'est un mauvais gars, quoi. Après, moi, je trouve que le doute, c'est hyper positif. Enfin, depuis tout à l'heure, je me fais l'avocat de l'antidoute, mais moi, je trouve que justement, ça t'ouvre plein de possibilités sur la vie, quoi. C'est ça qui est génial. C'est que ça t'ouvre plein de portes. Vous voyez, vous parliez de la mouche... Enfin, tu vois, moi, par exemple, c'est un truc encore pro, mais effectivement, tu sais, tout le monde a vécu ça. Genre, t'es dans un boulot, tu te dis, je veux changer de boulot, quoi. Et là, tu te doutes pendant 2 ans, est-ce que je me reconvertis? Est-ce que machin? Et en fait, toute cette période de doute, ça te permet de tout explorer, de tout vivre. Parce que ce qui est dur dans la vie, c'est aussi de faire des choix et d'être coincé. Et donc, t'es coincé dans ta réalité, qui est, je fais ce boulot-là, j'y suis. Mais le doute, par l'esprit, te permet de tout explorer, de tout vivre. Et de prendre ta décision quand encore les gens doutent et agissent. Parce que tu peux douter et jamais faire d'expérience. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut... Moi, par exemple, mon cas professionnel précis, justement, où j'ai douté là pendant 2 ans, à la fin, je suis restée au même truc. C'est pas que je me suis... Non, mais je vais... Bref. C'est pas que je me suis résignée. C'est qu'en fait, j'ai tout exploré et j'ai tout vu. Et j'ai vu tous les possibles que je pouvais avoir. Et finalement, j'ai fait non, ça, c'est la meilleure planque. Ouais. Non, mais c'est ce qui correspond mieux en fait à ma personnalité. Oui, mais du coup, t'as agi, t'as pris la décision à la fin. J'ai pris la décision de rester. Bah oui, mais tu peux aussi être dans le doute et te dire ah non, je sais pas. Ça a duré 2 ans, puis là maintenant. Oui, mais tu peux dire je sais pas éternellement. Alors que là, t'as quand même posé le bon bah je reste parce que t'as fait toute l'éventail. Et puis même, je pense que le doute, là tu vois, ton doute, il a duré 2 ans, mais c'est pareil, c'est parce que dans la société dans laquelle on vit. C'est difficile de douter en fait, alors que si on s'incline sur le doute, on se dit non mais attends, si je me suis en train de me poser des questions sur mon job, je vais vraiment faire la personne qui se pose des questions. Donc je sais pas, comme tu disais, genre on va voir les stress pour un truc, je vais dire bah c'est quoi, je me fais ma colonne de mon job, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, en fait, genre si vous doutez de quelque chose, en fait allez vers le doute et n'ayez pas peur, parce qu'en fait on a peur du doute, parce qu'on a peur de sortir du confort en fait. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont les avantages que j'ai, quels sont les trucs, et là pour le coup professionnellement c'est assez classique de pouvoir dire bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui pourrait me faire peut-être gagner autant d'argent ou un peu moins mais où je serais mieux, etc. Plutôt, et en général, enfin je dis ça mais tout le monde le fait, plutôt qu'en général dès qu'on doute on est là, on fait rien, on évite de repartir, d'envoyer l'esprit dans le doute. On fait non, c'est bon, franchement, en vrai, c'est bien, hein, le travail, il est bien. Et le lendemain, on fait genre, ah oui, mais quand même, non, c'est bien, tu vois. Et alors qu'en fait, on pourrait se dire, non, mais écoute, là, pendant un mois, je vais full douter, on va régler le problème. Alors attends, je vais faire le moment cadeau, là, parce que... ouais. Alors, donc, je t'ai offert un petit cadeau. Je passe maintenant à la ressourcerie, qui est une espèce d'Emmaüs, tu vois. Et j'ai trouvé un petit livre qui pourrait nous ôter quelques doutes. Des dessins géométriques simples pour des grandes théories. Donc, c'est les grandes théories de ce monde. C'est génial. Et après, t'as des espèces de petits, tu vois, genre dynamisme. C'est ça, le dynamisme. Bien entendu. Mais ça mêlait un peu... des trucs intéressants avec du graphisme, de l'art, et je pense que ça pouvait bien te correspondre. Ouais, ça me plaît beaucoup, merci Audrey. De rien. Ouais, c'est nous, hein. Attends, c'est la recyclerie. Ouais, la recyclerie, la ressourcerie. Mais ça, c'est un don de savoir trouver des trucs là-bas, quoi. Tu devrais le mettre sur ton CV partout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu veux pas être acheteuse Personal shopper Emmaüs. Personal shopper. Ah oui, de seconde main. En vrai, c'est bien, je trouve. Par rapport à un personal shopper qui irait chez Zara. Ouais. Non, c'est pas. On va rien dire sur Lisa Margot, la réalisatrice, mais quand même, qui a acheté un beau pantalon dans une enseigne qu'on taira le nom. Mais qui nous...
Bon, c'est déjà pas mal. C'est la moitié. Oui, c'est la moitié. Et puis, au final, le pantalon joli de Zara, ben, ce sera bientôt à la ressourcerie, tu vois, dans quelques années. Ouais. Ça donnera bonne conscience à un bobo qui l'achète. Et ça, c'est bien. C'est en fait, c'est vraiment le cycle de la bonne et de la mauvaise conscience. C'est quoi, ces pantalons. maintenant qu'on va faire... Ton avenir. Alors, donc, c'est un jeu que m'a donné ma grand-mère. Et comme on dit avec Areski, il y a 95% de cartes où c'est le sum XXL. Ok. Voilà, donc... Même pour te dire, pour l'instant, on a eu 0 invité qui a tiré une bonne carte. Faudrait qu'on en ait 100 pour en avoir 5 qui auraient tiré une bonne carte. Voilà. Donc tu peux tenir dans ta main, brasser avec une énergie farouche. Okay, voilà, il faut penser à ton avenir le doute. Pendant que tu mélanges. Et ensuite, tu vas me donner une carte. Voilà, tu vas choisir une carte. Tu vas voilà. Quand tu la sens, quoi. Là, je tire une carte. Ouais, juste une. Ok, donc comme ça, donc... Ouh, ça l'envoie déjà. Putain, bravo, bon choix. Ouais. Pour une fois, c'est positif. Voyage ou changement de position. Oh non, il faut que j'arrête le stand-up, c'est ça? C'est la seule qui a un truc positif. Qui le voit pas bien. Ouais. Mais le voyage, toi, ça te fait penser Le voyage, tu vas pas partir en voyage. Oh non, vous me dites qu'il faut que j'arrête le stand-up, en fait. J'ai jamais dit ça. Oh non. Mais en attends. fait, si c'est une intervention là, il y a tous les gens qui ont pari à mes blagues qui vont débarquer dans le salon pour me dire d'arrêter. Alors franchement, moi je l'aurais pas vu comme ça à ta place. Parce qu'il y a aussi, par exemple, quand on dit voyage, il y a par exemple un voyage, par exemple, que tu pourrais faire. C'est vrai que. Ils disent que je vais partir en vacances. Par exemple. Ce matin, j'ai regardé les trucs sur Blablacar et tout. Ou changement de position. Après, si tu dis que tu doutes. Tu sais, genre rechercher ton perso, pas le rechercher tu es en train d'acquérir de nouveaux skills par rapport au stand-up qui est de plus te poser ces questions-là et du coup, de espèce de changement de position. Ouais. Genre des nouveautés, tu te positionnes différemment Bien par sûr. rapport au stand-up. Ou alors un voyage, encore une fois, parce que je crois qu'on va peut-être un peu... C'est l'été, je veux dire, à un certain moment, probablement, tu vas aller quelque part. Ouais, j'avoue. C'est vraiment les cartes... Ouais, ok. Franchement, c'est des cartes magiques. Les autres invités, ils auraient tué pour avoir cette carte. Ouais, c'est clair. Ils vont te haïr. C'est bien, hein. À chaque fois, il y a des gens qui tirent mort. Décès. Non, c'est pas décès. Pandémie. Ah, voilà. Hein. Ouais, super. J'espère que t'as pas de point paléo, toi? En fait, je réalisais que j'ai fait les deux, mais j'ai oublié de mettre le... Non, mais Areski, on achète des objets et tout, et tu les mets même pas... Regarde, le point paléo, c'était... Oui, s'il te plaît. Je crois qu'en fait, dans une tribu humaine, l'intérêt du doute, c'est surtout de le vivre à plusieurs, justement. Lisa Margot disait que souvent, elle donnait ses doutes à sa sœur. Et en fait, oui, c'est-à-dire qu'un doute, ça a de valeur que si tu le partages, parce que le vrai doute primaire, au final, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait ici, etc. Les vrais questionnements. Et tu n'auras jamais la réponse. Mais par contre, tu peux chercher en communauté. Et c'est ça, la première tribu. C'est le plus important et c'est ça qui nous fédère quelque part. Ok. Et bisous à tous, trouvez votre tribu. Bisous. Rigoler. Ouais, on peut finir sur ça, sur ton point paléo. Pour une fois, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Bon, on dit quand même un revoir. On dit au revoir, on dit est-ce que t'as une actu et tout aussi? Tu veux faire de la pub? J'ai mon compte Instagram qui est justement un compte qui s'appelle la muscu pour les génies avec des underscores dessous et où exactement en fait je donne des conseils pour être le dernier, voilà. Et c'est surtout voilà plein de trucs où moi je fais du sport et ça se passe trop mal et ça marche bien. Vous devriez me suivre. Voilà. Et douter, n'ayez pas peur de douter. Et non, c'est cool. Oh, d'ailleurs, une fois, j'avais posé une question à une meuf en disant du coup, toi, tu doutes? Elle m'avait répondu, je sais pas. Et j'avais plutôt apprécié. Bah ouais, j'avoue. Du coup, vous avez daté de ouf. Ouais, on a daté de ouf. On a fait, ok. Tu vois, comme quoi le doute est sexy. Mais oui. Voilà, c'est tout. Ah oui. Il est même parfait. Super. Ça, c'est sûr que le doute est sexy.